Monsieur le Président, au moment où je m'adresse au monde du haut de cette tribune pour la première fois, je me dois de rappeler la relation particulière que notre organisation entretient avec mon pays. Tout d'abord, cette relation suscite en moi un sentiment de reconnaissance. En effet, la République démocratique du Congo a souvent été au centre des préoccupations des Nations Unies suite aux nombreuses crises qu'elle a traversées depuis son accession à l'indépendance. Depuis le décès tragique du secrétaire général Dag Hammarskjöld, en passant par les nombreux casques bleus tombés au combat, jusqu'à plus récemment l'odieux assassinat des experts onusiens Zaïda Catalan et Michael Sharp, l'Organisation des Nations Unies, plus que toute autre organisation internationale, a vécu dans sa chair les réalités que vivent de millions de mes compatriotes. L'ONU et ses nombreuses agences ont également déployé d'importants moyens pour soutenir la République démocratique du Congo. Je tiens donc à vous réitérer la gratitude du peuple congolais qui n'oubliera jamais le soutien de notre organisation. S'agissant particulièrement de cette mission onusienne, en cette période charnière de son futur en République démocratique du Congo, marquée par l'exercice d'une revue stratégique, je voudrais tout d'abord réitérer les remerciements du peuple congolais aux pays contributeurs pour les sacrifices humains et matériels consentis jusqu'à ce jour en faveur de mon pays. Je note une convergence de vues avec le secrétaire général quant à l'urgente nécessité de réadapter la configuration de la MONUSCO à l'évolution de la situation sur le terrain en concentrant davantage les efforts sur les capacités d'intervention opérationnelle des forces onusiennes aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, la République démocratique du Congo a encore besoin de la MONUSCO, mais d'une MONUSCO non pléthorique, bien équipée, forte et dotée d'un mandat adapté à l'image de la brigade d'intervention rapide qui avait jadis aidé à mettre en déroute le mouvement rebelle des M23. Monsieur le Président, le thème de la présente session, à savoir dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion, arrive à point nommé en ce moment particulièrement difficile pour le multilatéralisme. Alors que l'humanité tout entière est engagée dans un élan sans précédent dans le cadre de l'agenda du développement à l'horizon 2030. Cet agenda prévoit la réalisation des objectifs du développement durable, la mise en œuvre du programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement et l'atteinte des objectifs fixés dans l'accord de Paris sur le climat. Les inégalités et le sentiment d'exclusion sont à l'origine des principales menaces sur la paix, la stabilité et le développement harmonieux. Ils alimentent les flux migratoires incontrôlés des peuples entiers à la recherche d'un meilleur avenir. Aussi bien dans les pays du Nord que dans ceux du Sud, ils accentuent les réflexes xénophobes, la montée en force des populismes, ainsi que la radicalisation des laissés pour compte. Les événements tragiques en Afrique du Sud en sont la pire illustration. Ces mouvements de frustration populaire qui, dans certaines régions, vont jusqu'à nourrir le terrorisme, prennent en otage le débat politique et nous empêchent d'apporter des réponses concertées aux problèmes qui nous affectent tous. Plus que jamais, le développement économique et social et l'épanouissement des peuples de la planète sont des droits fondamentaux et inaliénables. En tant que dirigeants, nous sommes porteurs de l'obligation d'œuvrer sans ménagement à garantir ces droits.
Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamouga Boba-Ziboué, salue le discours du chef de l'État à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Félix-Antoine Tshisekedi entend faire de la question environnementale une préoccupation présente et transversale. Le chef de l'État pour ce qui est de l'environnement a souligné que l'environnement est une de ses priorités, que nous allons travailler avec d'autres ministères tels que le ministère de l'Énergie, le ministère des Hydrocarbures et le ministère de la Santé pour que notre pays, qui regorge de beaucoup de potentialités en matière environnementale, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour la forêt, que ces potentialités soient transformées en richesse réelle pour notre peuple, parce que c'est le peuple d'abord. Aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans développement durable. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que ce qu'il a dit au haut de la tribune des Nations Unies, ce qu'il a dit au monde entier, soit une réalité dans notre pays. Notre pays qui a les 47% des forêts africaines. Protection de l'environnement va avec lutte contre la pauvreté. Et je salue le chef de l'État pour l'avoir souligné. Et je voudrais, comme il a dit, que de 1% on passe à un pourcentage supérieur parce qu'aujourd'hui c'est 1% des financements des institutions internationales qui sont tournés vers le financement de l'environnement. Et nous allons tout mettre en œuvre avec son appui pour qu'on passe de 1% à un pourcentage supérieur parce que nous avons besoin de lutter contre la pauvreté afin que notre peuple continue à préserver la biodiversité, continue à préserver nos forêts qui font respirer la terre tout entière. Ils sont dans la plupart dans la précarité, sans outils de travail, pas des locaux. Un tableau moins reluisant du personnel du ministère du Genre, Enfants et Familles qui constitue une préoccupation pour la ministre d'État, Béatrice Loméa-Tilité. Cette dernière s'engage à renverser cette tendance négative en faisant un plaidoyer auprès du gouvernement pour améliorer les conditions de travail. Il était tout à fait normal que ce matin, je descende sur les rues pour me rendre compte des conditions de travail des agents du ministère. Il y a des hommes et des femmes disposés à travailler pour la République, à travailler pour accompagner la vision du ministère, mais les conditions de travail ne sont pas réunies. Nous allons devoir nous battre au niveau du gouvernement pour que ces conditions soient assurées. Et nous allons prendre les chefs de l'État au mot. On ne peut pas élever les ministères à ce niveau-là et avoir tous les services dehors. Argument de plus pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la 74e Assemblée générale des Nations Unies sur le climat, a fait du genre l'une de ses priorités et ce qui renforce l'engagement de la patronne du genre dans la nouvelle dynamique qu'elle a imprimée au sein de ses ministères qui s'est traduit par l'attention que l'on doit accorder à l'homme dans les actions à entreprendre. Mettre en place un système de prévention qui passe par une sensibilisation au niveau national et international, telle est la piste proposée par la première dame de la République démocratique du Congo pour lutter contre la drépanocytose considérée comme première maladie génétique au monde. Denise Nyakero-Tshisekedi a devant les premières dames d'Afrique et les partenaires techniques et financiers engagé dans cette lutte, affirmé sa volonté de booster la construction en République démocratique du Congo d'un centre médical moderne spécialisé qui va sans nul doute améliorer la prise en charge des malades. En ce qui concerne la prévention, je plaiderai, premièrement, pour une sensibilisation au niveau national et institutionnel. Mobilisation des principaux acteurs de la pathologie à travers des campagnes de sensibilisation des populations sur la maladie et ses complications. Le dépistage systématique pour les femmes enceintes, dépistage néonatal systématique pour une meilleure prise en charge. Deuxièmement, pour la formation continue du personnel technique. Troisièmement, pour l'évolution du cadre juridique, notamment pour une gratuité du dépistage. Pour l'inscription de l'électrophorèse sur certaines élèves. Pour l'inscription des résultats de l'électrophorèse parmi les éléments à fournir à l'officier de l'état civil pour le mariage. En ce qui concerne l'amélioration de la prise en charge de la drépanocytose, je plaiderai notamment pour la construction du centre de coordination de la drépanocytose avec 2 volets, recherche et prise en charge. Au cours d'un panel sur la drépanocytose, autrement appelée anémie SS, tenu en marge de la 74e Assemblée générale des Nations Unies à New York,
La première dame Denise Nyakero Tshisekedi a présenté de manière globale sa vision après avoir peint un tableau assez sombre de cette maladie en RDC, déclarée priorité de santé publique en 2008 par les Nations Unies. Seules les actions conjuguées pourront aider à améliorer la santé des populations et par ricochet mettre fin à cette maladie dite de la douleur, a argumenté la première dame de la RDC. L'Assemblée nationale est dans l'attente du dépôt de projet de budget de l'État par le gouvernement exercice 2020. Poursuivant son parcours d'écoute pour agir, l'honorable Janine Mabunda Liokomoudiaï a réservé ce jeudi aux représentants du monde religieux dans toute sa diversité jugée proche des populations congolaises. Les délégués de la société civile en charge du processus électoral n'ont pas été épargnés. Ils se sont prononcés tour à tour à l'attention de la présidente de l'Assemblée nationale sur les attentes générales par rapport au budget 2020. Selon les intervenants, cette première loi des finances de la troisième législature de la Troisième République devra cesser d'être simple déclaration de chapelet de bonnes intentions, mais un rendez-vous véritable d'engagement pratique en faveur du bien-être en République démocratique du Congo. Comme maison du peuple, a rassuré l'honorable présidente, nous avons décidé d'aller vers vous car, a-t-elle ajouté, vos préoccupations permettront à la représentation nationale d'avoir un regard critique sur le budget qui sera déposé bientôt par le nouveau gouvernement. Les confessions religieuses, par leurs leaders, on a fait le tour de réalité en commençant par le budget, les priorités qui lui ont été suggérées sur les institutions d'appui à la démocratie, la sécurité, la paix, les réformes, les élections locales. C'était vraiment intéressant. Les idérata exprimés tombent à point nommé à l'heure où le calendrier des travaux du reste ouvert de la session ordinaire de septembre 2019, essentiellement budgétaire, vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga, est allé au nom du Sénat au centre Lindongue présenter le vive félicitations à l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui sera créé cardinal par le pape François le 5 octobre prochain. Un événement heureux qui n'a pas laissé indifférent la Chambre haute du Parlement. Premièrement, pour venir féliciter son éminence. Et deuxièmement, c'est un réel plaisir de le revoir. On a eu plusieurs discussions ensemble. Et donc aujourd'hui, j'ai revu plutôt le cardinal que je tenais à féliciter et à lui dire officiellement que le Sénat sera représenté lors de la prochaine manifestation à Rome qui sera faite pour son cardinalat. Une visite qui a réjoui l'archevêque de Kinshasa pour le soutien du Sénat. J'étais très heureux d'accueillir ici à l'archevêché de Kinshasa le premier vice-président du Sénat qui est venu au nom du Sénat pour présenter les félicitations du Sénat et aussi ses propres félicitations à titre personnel. C'est particulièrement dans le contexte de l'événement qui nous attend la fin de la semaine prochaine à Rome. L'honorable Sami Badibanga a au cours de cette entrevue signifié à son hôte de la présence d'une délégation du Sénat qui fera le déplacement du Vatican pour prendre part à cette cérémonie de consistoire à Rome.
C'est un organe de concertation qui rassemble tous les présidents des différentes commissions qui composent le Conseil économique et social. Présidée par Jean-Pierre Kiwakana, la conférence des présidents de ce vendredi 27 septembre 2019 prépare l'ouverture de la session d'octobre. Le rapporteur du Conseil économique et social a fait une communication devant la presse. Léon Kiaboba confirme l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2019 pour ce mardi 1er octobre au Palais du Peuple. Une façon de vous dire que le Conseil travaille normalement et selon son calendrier qui a été établi. La session d'octobre fait suite à la session d'avril que nous avons tenue et vous avez suivi. Il y a eu plusieurs matières que nous avons examinées autour de la session d'avril et qui ont abouti à la production des avis. Ces avis-là sont déjà sous presse et bientôt vont être distribués. Il y a des thématiques d'actualité qui sont à la page et vous serez informés les moments venus. Le Conseil économique et social est un cadre de concertation bien structuré entre différents acteurs socio-économiques du pays. Cette assemblée a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. L'opinion avisée est unanime à reconnaître que depuis l'avènement de l'actuelle équipe dirigeante, l'Assemblée consultative a battu son propre record en termes de la tenue régulière des sessions ordinaires, des travaux en commission, des productions d'avis et des séances académiques avec différentes autorités et personnalités marquantes du pays. L'émergence et la viabilité de l'Office national du tourisme, c'est aussi la paix sociale qui doit régner entre l'employeur et ses employés. En effet, les délégués syndicaux de cette entreprise viennent de suivre une formation de renforcement des capacités et des remises à niveau. L'objectif qui a été poursuivi, c'était de doter nos délégués syndicaux des techniques, de méthodes et des outils pouvant leur permettre de défendre efficacement et de promouvoir les intérêts des agents de l'Office national du tourisme. Compte tenu de ce qu'on a vécu dans le cadre de relations de partenariat, on avait constaté que nos camarades avaient besoin d'être informés de la manière dont ils devraient se comporter vis-à-vis de partenaires, afin d'accomplir notre cheval de bataille qui est l'épanouissement de travailleurs ou des agents de l'Office national du tourisme et l'épanouissement même de l'Office. Cette formation va certainement apporter, en plus dans la gestion quotidienne du fonctionnement des structures syndicales à l'ONT. On pensait que tout fait était syndicaux. Or, tout fait n'est pas syndicaux. Il y a des faits syndicaux et d'autres faits ne sont pas syndicaux. Et maintenant, nous sommes outillés pour bien assumer notre fonction de délégués syndicaux. La remise des brevets aux participants par la directrice générale de l'ONT, Mme Rosette Saïba, a sanctionné cette cérémonie. PMSA est un fonds pour l'inclusion financière créé en 2014 par les partenaires de la République démocratique du Congo, dont la coopération allemande, la Banque de développement belge, Cordaid, Caritas Pays-Bas et Incofin, et qui a pour objectif la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations en RDC. Les partenaires au développement ont mis 23 millions de dollars en 2014 et nous avons pour objectif tout justement de les réallouer aux petites et moyennes entreprises en RDC, mais via les institutions financières. Et à ce jour, nous avons pu canaliser pratiquement 27 millions de dollars au profit des petites et moyennes entreprises. À ce jour, les partenaires, les institutions financières que nous accompagnons, ils ont au total plus de 200 000 petites et moyennes entreprises à travers la RDC. Et avec nos fonds, il y a environ 100 000 micro, petites et moyennes entreprises qui en ont bénéficié. Comme vous le savez, le développement de ce pays passe par le renforcement des capacités, l'autonomie financière des populations congolaises. Nous passons par les institutions financières qui sont mieux placées, mieux positionnées. Premièrement, ils ont plusieurs agences à travers le pays et via les institutions financières, nous pouvons très facilement atteindre toutes les couches et souches de la population, surtout
la frange de la population qui est exclue du système financier classique en RDC. Je pense que le FPMSA est un exemple pour les différents bailleurs de fonds et partenaires ou qui ont fait confiance à une équipe de gestion assez solide, qui ont aujourd'hui les résultats qu'il faut, mais aussi le FPMSA continue son chemin d'investissement et continue les renforcements des capacités des institutions financières, tant dans le domaine de l'assistance technique que dans le domaine du refinancement. Et nous comptons dans les années qui viennent pouvoir nous focaliser sur le renforcement des capacités dans le secteur agricole qui reste le poumon du développement de l'économie congolaise. La Société nationale d'électricité SNEL SA profite de toutes les occasions pour passer le message d'économie de l'énergie. La dernière en date, c'était la foire agricole internationale de Kinshasa où un stand SNEL avait été érigé pour le besoin de la cause. Présentation du potentiel hydroélectrique de la RDC, promotion des lampes à fluorescence, conseil à l'utilisation rationnelle du courant électrique, sans être exhaustifs, sont les services qui étaient organisés au stand SNEL à cette foire. Comme ici, la SNEL est à la foire agricole internationale de Kinshasa, c'est pour vous dire que la SNEL accompagne le gouvernement de la République dans son programme. Donc le programme veut que tout le secteur soit développé. C'est ainsi que dans le domaine électrique, la SNEL est là. La RDC a 100 000 MW éparpillés à travers toute la République, comme vous pouvez le constater. Tous les points ici que vous voyez ici, ce sont les potentialités en hydroélectrique. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a que presque 2500 MW qui sont exploités. Comme on a peu de ressources énergétiques, voilà que nous pratiquons les communes d'énergie pour donner tout le monde du courant. Comme annoncé en l'ouverture de ce journal, l'invité de ce soir, c'est Madame Olène Agnon, coordonnatrice nationale de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Bonsoir Madame. Bonsoir. Madame Agnon, quel est l'état actuel de la mise en œuvre du processus ITIE en République démocratique du Congo? Merci. La mise en œuvre de l'ITIE se porte très bien. Elle est en pleine vitesse de croisière. Présentement, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait près de 50 activités, allant de la formation du personnel des agences de l'État, des magistrats de la Cour de compte. Nous avons divulgué la norme 2019 et nous avons ensuite disséminé le rapport à travers les 3/4 du territoire. Et présentement, en ce moment, depuis 2 jours, nos experts sont à Lubumbashi en train de faire l'amélioration des cadrages pour la publication du rapport 2017 au plus tard le 31 décembre. Et où en est-on avec la rédaction des rapports ITIE-RDC 2017 et 2018? Nous avons signé le contrat avec la firme BDO Tunisie et les représentants de la firme seront là en début de la semaine prochaine pour descendre sur terrain et présenter le cadrage au comité exécutif de l'ITIE. Entre-temps, nous avons déjà commencé la collecte des informations pour le rapport contextuel et tout se passe très bien. Nos experts sont sur terrain pour former les entreprises à la télédéclaration et à la collecte d'autres informations. À quel niveau se situe le processus de validation de la RDC par l'ITIE international? Depuis le mois d'octobre, nous sommes en pleine validation. Il y a une délégation du secrétariat international qui s'est rendue en RDC. Ils ont fait un rapport initial et ce rapport a été confirmé par la firme canadienne Sogema. Nous sommes en bonne position parce que sur 29 exigences pour lesquelles nous avons été évalués, le pays est passé pour 27 exigences et on a dépassé les progrès pour beaucoup d'exigences telles que la publication de contrats, le débat public. Le pays est au-delà des points qu'on était supposé faire, mais on a 2 petites exigences qui posent problème, la gouvernance interne du groupe multipartite et les dépenses quasi-fiscales. Mais toutes les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir améliorer, attendre les mesures correctives. En ce moment précis, nous attendons au conseil d'administration à Addis Abeba de nous donner la décision finale pour cette validation. Et donc, nous pouvons dire que la RDC est mieux cotée par l'ITIE international. Pour la première fois, un pays qui a rédigé le rapport contextuel sans un validateur indépendant, c'est en RDC que nous avons fait depuis l'année passée. C'était devenu un exemple de bonne pratique. Nous avons dépassé
en matière de débat public. La société civile congolaise est reconnue qu'elle s'est vraiment approprié le processus ITIE. Et présentement, les nouvelles autorités, le chef de l'État lui-même a placé la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles dans son discours comme l'un des piliers de sa politique. Et le Premier ministre, au point 5 de la feuille de route du gouvernement, a insisté sur la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles comme pilier, comme le leitmotiv du gouvernement. Donc le processus ITIE se porte très très bien. Merci pour toutes ces précisions et détails sur la mise en œuvre du processus ITIE en République démocratique du Congo.